du problème. Nous, on dit qu'il ne faut pas se préparer à un accident nucléaire pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est dérisoire, avec les distributions de pastilloles, les exercices d'évacuation. Qu'est-ce qui peut empêcher un accident nucléaire? Qu'est-ce qui peut limiter la progression du nuage radioactif? Et puis surtout, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se préparer à l'accident après l'accident nucléaire. Il faut empêcher que l'accident nucléaire n'arrive. Ah ben nous, on a une solution, sortir du nucléaire, faire vivre plus vite les centrales. Ah oui, d'accord, mais c'est pas une catastrophe, c'est pas un Tchernobyl. C'est au-delà de la question si vous êtes pour ou pas de l'interdire, puisque potentiellement ça peut arriver. C'est quand même une différence entre dire qu'est-ce qu'on va faire des centrales démantelées et qu'est-ce qu'on va faire après une catastrophe nucléaire. C'est pas la même chose quand même, avec un nuage radioactif qui touche tout un continent. Il y a une forme producteur ou diffuseur exactement comme c'est eux qui vont être concernés. Non. Il a fallu créer des agences d'expertise pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on a subi de plein fouet des crises et on s'est aperçu qu'on ne savait pas les prévenir, les anticiper et prendre des mesures de protection avant que les crises parviennent. La deuxième chose, c'est qu'on avait un système dans lequel les considérations économiques et les considérations sanitaires étaient mélangées. Et la troisième raison, c'est parce que les pouvoirs publics, dont le rôle est de protéger la population contre différents risques, dont les risques sanitaires, étaient désarmés quand il fallait mobiliser des scientifiques pour apporter des éléments de réponse face à des risques. Je prends quelques exemples. Quand il y a la crise de l'ESB en 1996, que les ministres se disent mais sur qui on peut compter, sur quel organisme on peut compter, sur quelle instance scientifique indépendante on peut compter pour pouvoir avoir une expertise de valeur, il n'y avait personne, il a fallu la constituer de toutes pièces en allant mobiliser des chercheurs dans différents organismes. Or aujourd'hui, je ne sais pas si c'est historique, mais c'est une évolution qu'on encourage. C'est-à-dire qu'on encourage de manière totalement indistincte les partenariats publics-privés, et on dit un bon laboratoire, c'est un laboratoire qui a eu des financements du privé. Or, il faut absolument, et là il y a danger, alerte à lancer, il faut absolument faire la part des choses. Autant il y a certains laboratoires publics qui doivent pouvoir faire des partenariats avec le privé, et tant mieux parce que leur vocation est de mettre au service la science vers l'innovation, et ça très bien, à condition qu'il y ait à côté des laboratoires qui aient des moyens suffisants, financés uniquement par de l'argent public, pour pouvoir faire des recherches qui vont servir à contrôler ces innovations. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre là-dessus. J'ai fait partie des commissions et malheureusement, tous les documents auxquels j'ai eu accès ont conforté au moins par 10 l'idée que j'avais. C'est-à-dire que j'avais une idée que c'était fait mais pas très bien fait. Là maintenant j'ai une idée que non seulement c'est intentionnellement mal fait, mais qu'en plus il y a des malhonnêtetés dans le système. Et une grande inconscience qui avalise finalement cette malhonnêteté. Pour le maïs BT qui a été autorisé depuis 1998 en Europe, il contient un insecticide nouveau. Si cet insecticide avait été produit chimiquement au lieu d'être produit par la plante, on l'aurait fait passer par une procédure d'homologation des pesticides avec des tests sur la santé qu'il n'a jamais subis. Parce que c'est une plante et pas un pesticide. Donc en fait, il y a une distorsion de réalité et une malhonnêteté intellectuelle et scientifique considérable qui est de faire produire un pesticide par la plante
pour lui éviter les tests sur la santé. Parce que vous savez que dans les années 80, et ça a été confirmé dans les années 90, les firmes qui vendaient les pesticides, qui sont dans le monde, les 8 plus grandes sont les mêmes que celles qui vendent les OGM, avaient beaucoup de mal à sortir de nouveaux produits parce qu'on s'était rendu compte que les pesticides avaient des effets indésirables sur la santé, des effets sur les hormones, sur la reproduction, sur le cancer. Et on demandait de plus en plus de contrôle avant de les faire sortir, ce qui en interdisait de plus en plus. C'est ce qu'on va retrouver prochainement avec la directive REACH en Europe qui va de plus en plus essayer de cadrer les pesticides et leurs effets secondaires. Ben moi, je me suis souvent posé cette question. Quand on est minoritaire dans une commission, quand on n'a pas l'avis de tout le monde, quand on a l'impression que la commission participe à un système d'accompagnement d'une technologie mal évaluée, est-ce qu'il vaut mieux pas démissionner et tout arrêter? D'un autre côté, si ceux qui sont convaincus ne le disent pas et ne participent pas à une meilleure réglementation, un meilleur contrôle, un meilleur encadrement de ce qui existe, ne ralentissent pas un peu tout à l'égout d'un progrès incommensurable, prêt à écraser l'homme, eh bien à ce moment-là, qui le fera? Je veux dire, si on démissionne tous, autant démissionner de la vie, quoi. On est prêt à vous informer, donc on a jugé que c'était une bonne manière de vous présenter un peu scientifiquement comment nous avons abordé un sujet difficile. Alors, l'exposé se fera avec moi-même et puis M. Antoine Messiaen, qui est vice-président de la CGI. Ça, c'est le contrôle, hein, quand on prend des animaux qui on donne à manger des grains de maïs non OGM. Le vrai contrôle de Monsanto 863, c'est ce contrôle-là. On a une légère augmentation des lymphocytes isolés. Alors voilà, si vous voulez, les lymphocytes dont on discutait. Vous voyez qu'il y a peut-être un animal, un rat, qui est légèrement supérieur. Et c'est à cause de ce rat légèrement supérieur que la moyenne, évidemment, augmente. Donc une lymphocytose, on peut expliquer soit variation naturelle, soit parce que ce rat, entre-temps, il a chopé un virus que nous ne savions pas. C'est une possibilité. Hein? Il y a 2 points là qui sont. Oui, 2 points. Mais même il y a un ensemble de points, on dirait que globalement ça se décale vers le bas. Globalement, tous les points, c'est pas beaucoup plus haut. Oui. Il n'y a pas de point en bas. Hein? Il n'y a pas de point en bas. La question qui est posée, c'est que la toxicologie chronique est un examen difficile. Difficile. Mais nous, experts, et nos experts ont dit ça rentre dans les contrôles. C'est vraiment des sommités. Hein. On est obligé de faire confiance à des sommités. Il n'y en a pas beaucoup, vous vous rendez compte. Le spécialiste du rein de rat, hein, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc, à quoi ça sert de faire des examens s'il y a une extraordinaire variabilité? je continue et ensuite on reviendra sur la discussion générale. Hein. Cette conclusion, je le répète, elle est faite avec les connaissances d'aujourd'hui. Mais, c'est un peu pour répondre à votre question, mais comme nous n'avons pas de certitude, ce qu'on demande, c'est que parallèlement à notre avis, on demande qu'il y ait une surveillance, une biovigilance. On veut surveiller. Il faut surveiller. Alors, comme c'est une alimentation animale, il faudra surveiller par des tests classiques de surveillance tous ces paramètres qui, pour nous, aujourd'hui, avec nos connaissances, rentrent dans ce qu'on appelle la variation naturelle.
C'est vrai que nous avons autour de nous des tas de situations, comme par exemple les OGM, où par exemple il n'y a manifestement pas un consensus sur ces questions, et en revanche on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui sont prises régulièrement et que les choses se font quand même d'une certaine manière. C'est ce qui amène certains acteurs à manifester de manière extrêmement forte lors des accords, y compris par des actes de désobéissance